qu'aborder la question de l'État français par la question de son caractère racial est une stratégie limitée. Excusez-moi, je ne dis pas que par son aspect racial. Je dis qu'il n'y a pas de destruction de l'État sans parler de la question du fait que l'État est racial. L'État ne peut pas être simplement, l'État n'est pas simplement cet objet neutre. Je suis d'accord. Donc l'antiracisme s'attaque à l'État d'une manière politique, parce qu'il ne peut pas, si la question raciale n'est pas prise dans l'attaque de l'État, l'État pourra effectivement, pourrait être, je ne sais pas, un État communiste, enfin, je ne sais pas si ce sera un État, mais une forme communiste, et ça serait que cette forme pourrait continuer à être raciste, ce qu'on a déjà vu, ce qu'on a vu d'ailleurs dans certaines des expériences. Donc, pour moi, cette articulation, elle se fait de fait, puisque de toute façon... J'entendais quand même que vous teniez que la question raciale dans l'action que vous proposez était le vecteur actif de la question de la destruction de l'État. Alors je crois que c'est insuffisant. Ce n'est pas un vecteur actif, mais elle est indispensable. Oui, mais elle est indispensable, mais indispensable ne veut pas dire qu'elle constitue par elle-même la politique. Quel va être, par exemple, le rapport entre le caractère racial de l'État et la nécessité absolue de détruire la propriété privée des moyens de production? Comment on va passer de l'un à l'autre? Il faut quand même se poser cette question. Ça n'est pas immanent à la racialité de l'État. Non, ce n'est pas immanent. Mais dans la construction de la racialisation, la notion de la propriété privée a été importante. Dans la question de l'esclavage, la question de la propriété privée est absolument essentielle. Elle est décisive. Elle est décisive. Oui. Donc on voit bien qu'historiquement, la question de la constitution même de la propriété privée a été racialisée. Puisque, je veux dire, ceux qui pouvaient posséder, ceux qui ne pouvaient pas se posséder, et ceux qui possédaient des êtres humains. L'être humain a été transformé en capital, en propriété privée sous l'esclavage. Donc c'est cette absolument imbrication dont je parle. Même la propriété privée, elle n'est pas que, effectivement, liée, par exemple, à d'autres. Elle est racialisée aussi à partir de la traite et de l'esclavage. Elle ne peut pas être séparée de ça. Donc, je ne sais pas que je dis qu'il n'y a que ça, c'est que je dis que si on ne pense pas à cette question, on la met toujours de côté, elle ne devient qu'une question justement identitaire, comme on pourrait dire, ou blablabla. Bla, bla, bla. Bon. Et donc, on la réduit à quelque chose qui serait de l'ordre de revendication, bon, parce que voilà, les gens ne sont pas contents, ils ont des ressentiments, ils sont pas... Mais c'est une question absolument vitale de dignité et d'aspiration à justement une société post-raciste. Et cette société post-raciste, elle sera post-capitaliste parce qu'elle ne peut pas l'être autrement. Le capitalisme, il racialise. C'est un énoncé que je conçois quand vous parlez, par exemple, de l'histoire particulière de la France, mais je pense qu'on peut parfaitement envisager un capitalisme non racialisé. Parce que l'essence du capitalisme n'est pas contenue dans la race. L'essence de l'esclavage, oui, mais l'essence du capitalisme, non, elle n'est pas contenue dans la race. Non racialisé, parce qu'on pense justement que quand on pense en race, on pense toujours blanc-noir. Quand on entend par racialisation, enfin, moi, je comprends des théoriciens que j'ai lus et théoriciennes que j'ai lus, c'est le processus par lequel des groupes sont racialisés. Ça veut, je veux dire, par exemple, en Inde, des groupes sont racialisés, alors qu'ils ont, comme on dit, la même couleur que le... Bon, voilà, par exemple, pour parler ainsi, il y avait eu les analyses qui ont été faites en Afrique du Sud quand il y a eu des pogroms dans les townships, c'était justement le fait que même le racisme était si puissant qu'il faisait de sorte que des Noirs, pour parler ainsi, allaient tuer d'autres Noirs qui apparemment leur ressemblaient. Donc c'est de cette structure que je parle. C'est effectivement pas des choses. Alors quand évidemment on pourrait dire qu'il y a des pays qui se sont constitués, mais les États se sont toujours constitués quand même sur des formes d'exclusion de populations qui étaient vues comme autres. Alors si on veut ne pas... Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais ça pouvait concerner aussi bien des provinciaux, les provinciaux qui venaient à Paris dans les années 1840 étaient, de ce point de vue, dans votre langage, racialisés. De toute façon, la constitution même de la France comme nation
a été faite effectivement sur l'écrasement des régionalismes. Mais le modèle de la colonisation, il est un modèle effectivement qui avait été effectué ailleurs. Et les études montrent que l'écrasement des langues régionales en France, mais c'était aussi contemporain de l'écrasement dans les colonies. Donc il n'y a pas un côté la France et puis d'autre part, et de toute façon, même si les Bretons étaient maltraités à Paris, ils n'étaient pas déportés, ils n'étaient pas mis dans des camps, il n'y avait pas un code bretonnant, alors qu'il y avait un code de l'indigénat. Il n'y avait pas une dépossession. Je veux dire, les dépossessions, les structures de dépossession ne sont pas les mêmes. Donc il y a quand même cela qui existe, et ce n'est pas de faire de l'identitaire que de dire cela.